Défendons la patrie, mesdames et messieurs, Bendele et Kouyaté. Déjà, nous les Congolais, nous avons l'habitude de dire RDC Lukamakasi, donc on n'a peur de rien. Nous là, nous les Congolais, nous la RDC, nous n'avons peur de rien et de personne. On sait que Toza Eloko Yamakasi. Elle vient de faire son entrée. Regardez comme elle est bien habillée, elle est toute belle. Mais c'est plutôt celle à ma casse. Tu as un rendez-vous, après on est ensemble ou quoi? Non, le système est lourd à ma casse. Il faut que ça parte à ma casse. Bendele Kouyaté. Bendele Kouyaté, Bendele Kouyaté. Alors, on veut bien aujourd'hui parler un peu de ces mini-sommets qui s'est tenu donc le mercredi 23 novembre, si je ne m'abuse pas, à Luanda. On va bien parler de ça. Il y en a même qui ne sont pas au courant. Hein. Voilà. Voilà. Il y a certains Congolais, certains citoyens congolais qui ne sont même pas au courant. Bon, quelque part, ça vaut la peine. Ça s'est déroulé tellement vite en quelques heures. Encore que si la SNE, elle était gentille ou pas. Et voilà, donc on ne sait pas tout. Heureusement que Biwan est là, heureusement que Biwan existe, heureusement qu'on est ensemble là. Nous allons quand même vous dire comment ça s'est passé. C'était quoi l'objectif de ce mini-sommet? C'est pour quelle finalité? Et pour en parler, Julie? Ouais, nous avons le Congolais Christian Emango, l'homme libre. L'homme libre, très libre. Il a beaucoup de textes. Heureusement qu'on a le numérique maintenant. Hein. Sinon, on aurait des tas de dossiers. Christian Emango, bonjour. Bonjour, Julie Sefou. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. J'ai des tas de dossiers, effectivement, parce que la répétition est la mère de la science, puisqu'il s'agira, sans nul doute, la déclaration de Luanda. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Luanda sur le mini-sommet qui s'est passé le mercredi. J'étais encore en train de le relire pour beaucoup plus m'en imprégner encore et surtout ne pas raconter des choses que j'ai inventées moi-même, c'est des choses que j'ai puisées ici et par la suite tirer des conclusions, aller par certaines inférences, voir si on doit se mettre d'accord, accepter ce qui est dit ici, ou plutôt la population congolaise, nous devons adopter une autre position par rapport à ce que nous constatons. Ce sont des accords, les accords se font, ça se défend aussi, hein, donc voilà. Tout à fait. Ouais. Prince Nito, lui a aussi le texte, on va rentrer vers lui, lui aussi il a aussi les textes. C'est des questions qui suivent de très près, à double casquette d'ailleurs, parce que c'est des choses aussi que lui a vécues. Donc, il ne parle pas dans le vide, il ne parle pas forcément comme un Congolais, lambda, mais fort aussi d'une certaine expérience. Donc, forcément, il ne peut que se faire une lecture par rapport aux attentes, n'est-ce pas, et au point où nous en sommes. Prince Nito, il y a la calmie, on peut se dire. Hein? Ouf, ce n'est pas une première qu'on parle de la calmie. Mais permettez-moi, j'aurais voulu que vous me présentiez aussi comme le Congolais prince, comme vous l'avez fait avec Maître Mango. En tout cas, sur ce point, je suis jaloux. Oh là là! Je suis jaloux. Parce que finalement, les téléspectateurs... Il est Congolais. Prince Nito est Congolais. Les téléspectateurs peuvent penser que les seuls Congolais sur ce plateau, c'est bien Maître Mango et nous autres. Prince Nito est aussi Congolais. Voilà. Il est très congolais. Non, mais c'est pour dire que j'ai beaucoup apprécié l'introduction. Voilà, de cette connotation, c'était parfait. Et ça fait des jaloux. Hein? Voilà. Mais le prince, lui, on dit qu'il a l'expérience aussi de ce terrain-là, de ce coin-là. Donc, quand il parle, il a la cartographie. Donc, il a une lecture un peu de façon plus expérimentée que les autres qui peuvent voir des textes et ne pas forcément faire de lien avec des coins et des personnes qui sont forcément concernées, c'est ça. Oui, c'est bien évident. C'est tout à fait. J'aime bien la fin, les Congolais Prince Nito. Exactement. Et mais ça, j'aime. On n'est pas seul, il y a également... il y a un autre Congolais, parce que lui, son mouvement, c'est Debout le Congo. Rigen. J'adore le Congo. Il adore, j'adore le Congo. Rigen Kema. Nzeyambi. Lui, il n'est pas congolais, donc il y a un gros souci, n'est-ce pas? Vous, c'est un mouvement citoyen? Oui, effectivement, mais avant toute chose, qu'il me soit permis de vous remercier parce que je suis pour la première fois sur B1. Ah oui, lui, c'est la première fois. J'ai pris l'habitude d'apprécier B1 de loin. Et là, Dieu me fait grâce à vous, d'être ici présent afin d'échanger avec les différents co-débatteurs que j'ai salués en passant.
On va tester votre degré d'adorer le Congo. Hein? Oui, moi, j'allais d'abord poser la question à M. Riguen avant de parler de ces mini-sommets. J'adore les Congos. Le mouvement, c'est J'adore les Congo. Qu'est-ce que le mouvement J'adore les Congo a déjà fait pour les Congo? Parce qu'il ne suffit pas de le dire. En tout cas, merci beaucoup, madame. D'ailleurs, au sortir de cet entretien, je veillerai à vous balancer les différents liens de métrages qu'on a eu à produire avec nos maigres moyens. On a eu à inviter plusieurs artistes de la place. On a tourné, je pense, 3 ou 4 courts-métrages. Le premier, c'est Tournabusso, qui est en train justement de vilipender cette euphorie des familles congolaises lorsqu'on voit l'un d'eux être nommé comme étant ministre ou soit mandataire. On essaie de voir qu'en lieu de place que ce soit pris comme étant une charge à l'égard de tous les Congolais, mais ça devient quelque chose de familial. Vous allez voir les gens se mettre de la poudre, dire que voilà, enfin, c'est Tournabusso. Et là, on avait Bissot Pétolia. Donc, en lieu de place de pouvoir, comme je l'ai dit, mettre en avant-plan l'intérêt général. Mais aussi, on a eu à tourner un court-métrage, Tshisekedi Atongela Bino Bandaku. Au feu par les bailleurs et bailleresses congolais qui refusent en tout cas d'appliquer la loi, qui voudraient à ce que pour la garantie locative, que ce soit à 3 mois, ils prennent 10 mois, et cela remet en cause même les chances de jeunes Congolais de pouvoir aller se trouver une maison et quitter les toits parental. Ouais, voilà. Mais nous, surtout les théâtres, vous, tout ce que vous faites, c'est... Mais aussi, on a eu à effectuer notre récente activité. C'était dans les cimetières de Kintambo, où les mouvements citoyens J'adore le Congo a pensé à ceux qui nous ont quittés, que nous traitons d'être des êtres chers et inoubliables et puis irremplaçables. Donc nous étions allés couper les herbes dans les différents tombes. Il faut le faire de temps en temps parce que c'est abandonné, personne ne s'en occupe. Bon, l'objectif ultime était de sensibiliser l'autorité, pouvoir prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les morts se disputent les espaces avec les vivants, alors que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas existé dans la mesure où c'est un lieu où nous tous nous sommes appelés à y aller. Donc eux, ils n'ont fait que l'autorité est en train de démolir, de chasser les vivants qui habitent chez les morts. Voilà. Christian et Mango, on a les résultats, ça a été signé. Oui, tout à fait. Il y a des points. Tout à fait. Les résultats, nous les avons. Ça, ils ont été signés. Vous allez me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Par rapport à J'adore le Congo, hein? Oui. Parce que c'est une proposition que moi j'ai toujours souhaité que la RDC puisse faire aussi. Cette histoire des loyers, des garanties. Ouais. En fait, c'est parce que l'État, en tant que démissionnaire, lorsqu'il ne se trouve plus dans un secteur, c'est l'anarchie qui se passe là-bas, tout le monde veut faire ce qu'il veut, ce qu'il pense faire. Et même si la loi dit que la garantie locative est de 3 mois, on n'applique pas. Ce n'est pas la loi qui construit pour les gens. Ce n'est pas la loi, effectivement, ce n'est pas la loi qui construit pour les gens construisent, ils mettent leurs moyens. Alors, dès lors qu'il a mis ses investissements, il attend un retour. Il ne va pas dormir là jusqu'à ce qu'il va mourir pendant que vous venez avec vos 3 mois. Beaucoup de bailleurs pensent d'ailleurs qu'ils ne rentrent même pas dans leurs frais. Hein. Voilà, donc il doit récupérer ce qu'il a investi. Voilà pourquoi nous autres, on a toujours pensé, peut-être que je vais essayer d'emboîter les pas au mouvement citoyen, nous autres, on a toujours pensé à créer des sortes d'organisations, des fédérations où il y aurait des bailleurs et des locataires. Vous savez, quand vous placez en banque vos 1 500 $, vous revenez une année plus tard, vous trouvez un petit 2 ou 3% de plus dedans. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser de cette manière-là? Parce que le locataire, lorsqu'il donne aussi ses 1 500 $, les bailleurs, vous le prenez, vous allez faire avec ce que vous allez faire. À la fin, vous me remettez les 1 500 et parfois, vous venez, vous faites l'État, vous-même, vous enlevez même un peu. Vous enlevez encore. Ouais. Et donc, il faut faire en sorte que les 1 500 qu'on va remettre, que le locataire puissent sentir l'intérêt que c'est comme un investissement et que les bailleurs aussi puissent sentir que c'est comme un investissement. Les deux, si on calcule en termes de taux, de pourcentage des bénéfices qu'ils vont faire, si jamais, parce que vous pouvez être locataire, vous entrez dans une maison, vous sortez 5 ans après, on ne va pas vous remettre le même
la même garantie. Ça produit des intérêts. Donc, il faut voir les mécanismes qui permettraient à ce que les bailleurs qui demandent 1500, ben, les locataires qui est disposé, ils donnent, mais ils savent que c'est un investissement et que demain, peut-être que c'est une banque qui travaillerait ça, au moins, avec. À notre niveau, ça peut se faire. Ça, sinon, je pense que oui, ça peut être un début. Parce que même si nous disons qu'il faut payer 3 mois, ben, lorsque vous êtes devant la situation, on finit par payer 10 mois. Donc, c'est un peu la petite proposition que moi j'ai toujours eue. Donc, on peut travailler dans ce sens-là. En attendant Godot, quoi. En attendant. Mais il faut mettre ça aussi dans une loi, je pense que ça peut marcher. Parce que cette loi-là de dire 3 mois, vous dites 3 mois comme en Belgique, comme en France, mais là-bas, il y a les maisons de l'État. Donc, si le privé essaye de faire ce qu'il est en train de faire, là où c'est moins cher. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, pour ce qui est des Luanda, je note que moi, je dois déjà dire dès le départ que je ne suis pas du tout prenant à cette démarche. Bon, dire peut-être prenant à la démarche de Luanda, mais ce qui a été convenu, conclu, je ne suis pas prenant par rapport à ça parce que je sens des contradictions. La première, c'est que la même déclaration vous dit que le M23, c'est un mouvement rebelle. Mais face à un mouvement rebelle, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que nous avons désarmé, face à un mouvement rebelle, on l'attaque et on l'anéantit. Mais on est face à un mouvement rebelle, mais on nous demande à ce mouvement rebelle de pouvoir se retirer dans les territoires et les localités qui n'occupent pas, dans ses positions. Dans ses positions en temps normal. Pendant ces temps, il y aura 4 armées qui vont se retrouver sur notre territoire. Juste pour veiller à ce qu'eux restent dans leur position. Juste pour veiller à ce qu'ils restent dans leur position et que nous restions aussi dans notre position. Il faut créer cette sorte de zone tampon. Mais je pense que c'est pour ça que je dis que je ne suis pas prenant. Et je remarque tout à coup un mouvement très bizarre. Que les États-Unis condamnent immédiatement le Rwanda, qu'il est parmi ceux qui appuient l'agression, la rébellion, parce que l'agression est faite par le Rwanda directement. L'Union européenne fait la même chose. Tout le monde, tous azimuts, commence automatiquement à faire. Mais c'est ce que vous aviez réclamé. Oui, c'est ce que nous avons réclamé, mais nous n'avons pas réclamé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qui faisait qu'avant on ne le faisait pas, maintenant on le fait directement? C'est ce que nous avons réclamé, mais nous avons réclamé dans le sens où on devrait anéantir ces mouvements-là. Parce que imaginez-vous un seul instant que les M23 se retirent, nous aussi nous restons dans notre camp, la zone tampon reste. La déclaration ne nous a pas dit pendant combien de temps cette situation va perdurer. Est-ce qu'on donne l'ultimatum jusqu'aujourd'hui 18h, mais après, on va rester chacun dans sa position, il n'y aura personne. Et si personne ne pense, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un désarmement qui va être conduit par l'armée congolaise, ça je l'ai lu, mais il faut faire ce désarmement-là. Mais vous allez faire ce désarmement-là pendant que l'armée congolaise elle-même est dans quelle position? Parce que l'armée congolaise ne peut pas dépasser la zone tampon pour aller faire le désarmement. Mais il va le faire comment? Par quelle magie? Donc c'est pour ça que je dis, je voudrais qu'il y ait toujours les rencontres entre les chefs d'État, mais il faut que ça soit productif. Il ne faudrait pas que ça soit... que ça nous mette de plus en plus la puce à l'oreille, qu'il y a un jeu bizarre qui est en train de se faire. On est en train de concocter quelque chose pour pouvoir amener la RDC à un moment donné à être occupée sur tous les plans. Et c'est ce qui est à craindre dans cette démarche-là. Vous sentez qu'Anguille sur Roche, Prince Nito, parce que les M23 finalement étaient ressuscités de leurs cendres, ça va être un éternel recommencement lorsqu'ils vont faire ce repli qui peut être stratégique au cas où. Oui, madame, je pense que sur cette question, je vais joindre ma voix à celle du maître Mango. On est sur le statu quo. Parce qu'il n'y a rien de nouveau qui a découlé de ce communiqué final du ministre sommet de Luanda. Et je vais même vous faire remarquer une chose. Vous verrez que dans leur communiqué, vous et moi, nous savons que le président rwandais n'avait pas fait le déplacement de Luanda. Voilà. Mais dans les communiqués finaux, vous trouvez qu'il est mentionné comme ça, noir sur blanc, parmi les chefs d'État qui étaient là, on mentionne aussi, on dit là, les sommets étaient en présence du président congolais, ainsi de suite, et celui du Rwanda, Paul Kagame.
Ça, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui était déjà saisi, on n'a pas eu le temps d'adapter. Hein? C'est quelque chose... Non, pas du tout. Ils l'ont su, ils savaient que le gars n'était pas là, mais malheureusement, ils mettent quand même son nom. C'est vrai que c'est quelqu'un quand même de très rusé. Il sait lire les événements et des fois même les anticiper. Et comme il savait que, bon, rien du nouveau ne pourra... Sortira de ces mini-sommets. Sortira de ces même quand mini-sommets. finalement il est cité comme commanditaire. Voilà, exactement, parce qu'en fait, dans ce cas d'espèce, tout sommet, le succès de tout sommet dépend de la qualité de ses invités ou de ses participants. Exactement. Or, pour ce qui concerne le mini-sommet de Luanda, les belligérants, c'est connu, c'est le Congo et la RDC. Ouais. Mais malheureusement... Le Congo et le Rwanda. Et d'abord, parce qu'on parle du M23, c'est plus les deux noms qui sont mis en avant-plan. Et l'Ouganda, c'est vrai, ça vient un peu après. On sait que ce sont eux les belligérants. Mais là, on se retrouve en face d'une seule personne, d'une seule partie qui est représentée, et l'autre ne l'est pas. Surtout celui qui agresse. Exactement. N'est pas là, c'est la victime. En diplomatie, un Premier ministre ne vaut pas un président de la République, moins encore un ministre des Affaires étrangères. Voilà. Or, le monsieur nous envoie son ministre des Affaires étrangères. Face au chef d'État. Exactement. Ça ne passe pas. Je me rappelle encore de ce que nous disait mon professeur à l'université, Barnabé Kikaya, Bin Karoub, qui nous disait, mais il arrivait des fois où le président Kabila les envoyait dans certains sommets et il n'y était pas en fait accepté dans certaines salles. Il y a dans certaines salles où il n'y a que des chefs d'État. Vous, les représentants des chefs de l'État, vous restez dehors. Et c'est quelque chose quand même que nous devons dénoncer. Pourtant, la personne dont on parle est quand même de la crème, mais qu'il ne soit pas accepté. Voilà, c'est exactement. C'est comme ça que nous pensons fermement, étant Congolais, que ce qui se passe, ce qui s'est passé à Luanda, toutes les mesures qui ont été prises, moi je qualifie ça vraiment d'une toxique poudre de perlimpinpin de l'EAC ou de la SADC, mais aussi de l'Union africaine, parce que nous ne sommes pas, nous n'assistons pas à ce théâtre, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et vous écoutez eux-mêmes, les M23 qui réagissent face à ces communiqués finaux. Écoutez, ce que vous faites, ça ne nous engage pas. Nous ne sommes pas concernés. Voyez-vous, ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous, Congolais, nous devons être très prudents. Parce que ce qui se passe ici, dans notre pays, ce qui se passe avec tous ces mini-sommets que les sous-régions africaines sont en train d'organiser, nous devrons vraiment être très prudents. Et même quand... l'Union européenne condamne les M23, ainsi de suite. Non, mais pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Maître Mango l'a très bien évoqué. Quand on parle de la dénonciation, quand on évoque une dénonciation, par exemple, de l'Union européenne, c'est dans le sens d'éradiquer ce qui se passe. Et non pas juste le déclarer comme ça. Parce que c'est comme qui dirait, bon, ils ont demandé quelque chose, bon, donnons-leur quelque chose de superficiel, juste pour les calmer. C'est un peu comme à l'église, hein, Dorcas. Quelqu'un qui dit « je suis sorcier », mais qui ne dit pas que moi j'ai abandonné, il est sorcier, on le sait et puis... Il demeure sorcier. Ah, il demeure. Il reste sorcier. Il reste sorcier. Donc, à un moment donné, madame, je pense que cette question, les résolutions du mini-sommet de Luanda devraient être prises vraiment entre pincées par nous, les Congolais. On parle de la zone tampon. Madame, c'est un gros risque que nous courons. La Russie veut faire sa zone tampon, tout le monde crie, mais lorsque les autres veulent d'une zone tampon en RDC, tout le monde signe, on acclame, c'est validé. Exactement. Mais c'est très risqué pour nous. Déjà, vous saurez que la motivation même de tous ces pays, ce n'est pas forcément pour le bien-être du Congo, jamais. Ils gagnent quoi? Ils perdent quoi? Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Ouais. Et actuellement, par exemple, l'intérêt qui anime tous ces mondes, ce sont l'intérêt économique. La RDC, avec plus de 600 millions d'habitants, constitue un véritable débouché pour tous ces pays. Ça, c'est de un. Nous avons vu ici le président kenyan être accueilli par notre président. Lui qui, en son temps, nous insulta. Exactement. Lui qui nous a insultés. Mais ce qui se passe chez lui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Kenya, aujourd'hui,
vit la sécheresse. Vit la sécheresse aujourd'hui. Ils ne savent plus planter. Partout où il y avait leurs plantations, ainsi de suite, sont maintenant décimées par... Mais les banques qu'il y a ici, les banques commerciales, ils sont kenyanes. Non, mais exactement. Il faut préserver les intérêts, exactement. alors faites là-dedans. Exactement, c'est là aussi j'allais en venir. Parce que la guerre, elle est économique. Aujourd'hui, notre prestigieuse banque, comme madame vient de le dire, c'est entre les mains des Kenyans. Et ça donne nous tiquer. Lui, le Kenyan a été très audacieux. Il est allé affronter, il est allé des faces, pendant que les autres cherchent à contourner. Voilà. Lui, il est venu. C'est comme quand vous êtes à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Vous êtes dans les territoires de Magui, vous êtes dans les territoires d'Aru. Mais c'est scandaleux. La monnaie congolaise ne se consomme pas là-bas. Moi, bon, pauvre que je suis, je quitte Kinshasa, je descends à Bunia. De Bunia, je vais à Magui avec mes francs congolais, mais je suis contraint de monnayer mon argent avec le shilling ougandais. Du coup, francs congolais et les Mboyabosomi... Non, ça n'existait pas. Or, en temps normal, tous ces billets profitent à la banque ougandaise, entre nous soit dit. Donc l'économie congolaise en soi comme ça n'existe que peut-être au niveau de Kinshasa, quelques provinces, mais ailleurs c'est catastrophique. Raison pour laquelle je dis ceci, madame, nous sommes face à un tournant. Nous sommes face à un tournant mondial et il n'y a que le plus fort qui arrive à dompter les plus faibles. Or, nous, en allant dans ces sommets, dans ces mini-sommets de Luanda, nous n'y allons pas en position de force. C'est en position de faiblesse que nous y allons. Raison pour laquelle, parce qu'on est faible, et que l'unanimité de tous ceux-là qui composent toutes ces structures, quand l'unanimité dit une chose, on est contraint de subir toutes les décisions qu'ils prennent, que cette unanimité prend. Donc, à un moment donné, le Kenyan, le Burundais qui était présent, l'Angolais qui était présent, ne visent que leur intérêt sur notre pays. Je vais peut-être vous choquer. Vous savez que quand on est à Goma, on consomme même du piment venant du Rwanda, du piment. Et dans certains supermarchés ici à Kinshasa, nous en consommons aussi, venant du Rwanda. Pourtant, nous, on a le meilleur piment. Exactement. Ouais. Pourtant, Barbara Kanam, à force de déguster à travers le monde, l'a conclu. Je suis d'accord avec. Voilà. Donc, à un moment donné, nous devons être très prudents. Et cette question de zone tampon, croyez-moi, je ne suis pas du tout prenant. Je ne suis pas du tout prenant. Cette zone tampon qui sera définie, qui est même déjà définie, pensez-vous que c'est fait de manière anodine? Pas du tout. Nous n'aurons pas, en fait, une mainmise là-dessus. Ils disent qu'ils vont continuer à fournir cette force régionale. Donc, les processus-là d'envoi des éléments de ces forces-là vont continuer. OK, ils vont continuer, mais ce sont eux qui vont gérer là-bas. Je sens qu'il y a un piège quelque part. Le piège, il y en a toujours. Le piège, il y en a toujours. Et dans toutes les autres, même en 2001, avec Sun City, il y avait toujours des pièges. Aujourd'hui, la RDC, c'est la conséquence. C'est là qu'on avait consacré c'est la conséquence des choses, de tous ces pièges. Quand on a reconnu ceci et cela, mais maintenant après on est coincé, on ne sait plus sortir. On est coincé, on ne sait plus sortir. Et même, vous allez vous rappeler avec moi qu'à un moment donné, bon, c'est vrai, Joseph Kabila, on sait qu'il a toujours été ce qu'il est, mais à un moment donné, le monsieur a pleuré. Et c'était en Swahili. Il dit « Tulifanya makosa ». Ça, c'était au sujet de tous ces brassages, mixages, et ainsi de suite. Le monsieur a pleuré. Nous avons commis une erreur grave. Or, c'est quelque chose qui lui a été vendu. Médiatisé, hein, voilà, c'est pas de comprenez mon émotion. Voilà, c'est pas suffisamment médiatisé, mais il l'a dit, il l'a confessé lui-même. Or, c'était le prix. On lui a vendu ce fait-là de brassage et de mixage comme étant le prix à payer pour pacifier la RDC. Et lui, il l'a accepté. Et nous continuons à commettre les erreurs. Maintenant, nous avons dit qu'on ne va plus faire de brassage, fini ces choses-là, mais on a quand même une zone tampon. Vous qui adorez le Congo, cette façon-là, telle que présentée par Presse Nito, comme si nous sommes en train de subir, c'est comme ça qu'on adore le Congo. Hein?
Je l'ai dit depuis les débuts des hostilités entre le Congo et le Rwanda. J'ai eu à exprimer ma déception, ma grande déception, et je pense que je continuerai à garder ma posture. Vous savez, madame, j'ai entendu, on a soulevé une question par les prédécesseurs, si ces mouvements qui s'observent maintenant auprès de grandes puissances, notamment les États-Unis, la France, et que sais-je encore, si ça serait dû à quoi? Mais j'aimerais que le peuple congolais, mais principalement les espoirs de la République, les jeunes Congolais, mettent ceci dans leur tête, que lorsque le législateur de notre Constitution on fait appel dans l'article 63 en parlant à chaque fois que, alinéa 2, à chaque fois que le Congo serait attaqué, que nous tous avons l'obligation de pouvoir défendre la mère patrie, c'est très très important, madame. Mais pourquoi j'évoque cet article de la Constitution? Mais c'est tout simplement parce que le mouvement observé est dû à la mobilisation, à la forte mobilisation interne. C'est là où tous ces pays-là ne veulent pas que nous puissions y arriver. Les puissances craignent une seule chose, c'est que le peuple congolais s'élève. Vous savez, si hier, on nous a éliminés ceux que nous considérons au sein de J'adore le Congo comme étant la pondère, qui éclairait la conscience collective. J'ai fait allusion au feu Lumumba, mais également à Laurent Désiré Kabila. Mais c'est tout simplement parce que ces gens-là étaient en décadence. Ces gens-là étaient en déphasage avec le peuple congolais. Donc, ce sont des gens qui avaient raison tôt. Ce sont des gens qui avaient raison tôt. Et j'estime que présentement, là, c'est qu'il faut, on peut beau attendre de notre gouvernement, du chef de l'État, qu'il puisse arriver à prendre certaines décisions idoines allant dans le sens de pouvoir apporter la paix dans notre pays. Mais c'est que nous, au sein de J'adore le Congo, continuons à insister, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Donc, la mobilisation interne a fait peur à toutes ces puissances-là. Ils se sont dit, mais tiens, si ces peuples s'est réveillé, mais nous, on va plus exister. Nous n'allons plus exister. Donc, ce qui s'est passé dans le mini-sommet de Luanda, comme je l'ai dit, ça nous a ulcérés personnellement et que nous demandons au peuple congolais de rester aux aguets. Je l'ai dit sur un plateau de vos confrères que je ne suis pas fan de football. Et je ne suis pas non plus contre le football. Mais je voudrais demander au peuple congolais de ne pas oublier notre cible, notre petite principale prévention. C'est la mobilisation contre ce qui se passe dans l'est de notre pays. Vous allez constater le confrère qui est juste, le frère qui est juste à ma droite. Prince Nito. Oui, le Congolais Prince Nito. Il a soulevé que il n'y a même pas 2 semaines, on a vu M. Kagame se présenter dans le sommet de la francophonie. Que nous estimons être moins important que le mini-sommet de Luanda. Mais le monsieur Bonnement, il se refuse de se présenter, tout en sachant que ce n'est pas nous refusons de parler de nous refusons d'attribuer l'agression du Congo au M23. Pour nous, et même les chefs de l'État, le gouvernement, ils ont dit cela, que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Mais on aurait souhaité. Est-ce qu'il a refusé ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose? Il y a eu une urgence, on ne sait pas. Non, madame, vous savez, madame, en politique, mais surtout on peut être en bonne santé aujourd'hui et demain tomber malade. Madame, en tout cas... Loin de moi l'idée de le défendre. Je suis non, puis, il avait tout intérêt à être à Djerba, parce que là, la secrétaire générale a présenté la situation du Rwanda comme normale, n'est-ce pas? Il y avait ce besoin-là. C'était positif par rapport à lui. Mais si à Luanda, il ne trouvait pas le même intérêt, c'est clair. Revenez sur nous, sur notre mobilisation à nous. Nous, on fait quoi? Mais effectivement, même lorsque j'étais en train de peindre le tableau sur la brillante
absence de M. Kagame au mini-sommet, c'est tout simplement pour interpeller une fois de plus notre gouvernement, pour dire que le Congo, pour se libérer, ne doit attendre rien de ces différents sommets. Pourquoi? Mais c'est parce que ce n'est pas la première fois que la RDC soit partie prenante dans ce genre de sommet. Lorsqu'on parle du M23, mais nous connaissons, hier c'était quoi? Le Congrès national pour la défense du peuple, et qui s'est transformé en M23 aujourd'hui. Et demain, ça sera quoi? On est en train de nous dire que voilà, ils vont par rapport aux résolutions issues de ces mini-sommets. Voilà, et quand j'ai lu ça, j'ai eu des larmes aussi. Sinon, voilà, les chefs des réjouissent des résolutions allant dans le sens que de la voilà, médiation de Lourenço. Il y a même un calendrier qui est il y a un calendrier oui. qui préconise principalement d'une part non seulement le retrait, mais non seulement la cessation de l'agression. Est-ce que vous pouvez demander à Mme Dorcas Kapinga-Mema de laisser partir Julie Sefou? En tout cas, c'est vous qui prenez les décisions. Dax, en fait, ça dépend de moi. J'ai compris que ça dépendait de moi. Donc, Julie. C'est vous qui avez la signature, maman. Et si je réagissais comme les présidents du Rwanda, ça sert à quoi ton sort? Ça dépend des intérêts, hein, c'est clair. Ok, on prend juste une petite transition, mesdames et messieurs. Nous allons permettre à notre Madame Julie Sefou, la Dame de Fer, d'aller nous représenter quelque part. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Je l'ai dit au début, Christian et Mango, peut-être qu'il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité dans certaines familles, dans certaines maisons. Ils n'ont pas pu suivre ces mini-sommets. Il y en a qui ne savent même pas. Mais ceux qui savent sont également contre, comme vous, sur ce plateau. Déjà, il y en a qui disent que c'était un sabotage de la part du président rwandais de ne pas se présenter à ces mini-sommets. Pour eux, pour certains Congolais, c'est un sabotage. D'autres, c'est une insulte, c'est un manque de considération. La RDC est faible. Avec tout ce que vous avez dit ici, nous nous rendons compte que nous sommes faibles. Que devons-nous faire, Christian Emmanuel? Excusez, madame, Oui, j'aimerais... J'étais, disons, juste chuter et puis peut-être remettre la parole aux autres co-débatteurs. J'aimerais tout simplement conclure en disant que nous, on n'est pas assez étonné des transhumances qui seraient observées dans le chef du président rwandais.
Mais ce dont nous demandons à notre gouvernement, peut-être c'est là où je pense que parmi les opportunités qu'on peut, même si on est dessus de toutes les résolutions, parce que nous restons dubitatifs, il n'y a aucune issue. Mais pourquoi pas attendre, au lieu d'être déçu maintenant, pourquoi pas attendre pour voir un peu ce que ça va donner? Vous savez, madame, lorsque vous aviez déjà été trompée plusieurs fois par la même personne, hein, à un certain moment... Il n'y a plus confiance. Il n'y a plus confiance, à moins que vous continuez à être bête. Sinon, quand on prend conscience, on se dit, mais... donc voilà. Ce dont nous demandons au peuple congolais, c'est de maintenir la mobilisation. Okay. C'est là où j'étais en train de dire que le sport est en train de vouloir maintenant nous disperser un petit peu la Coupe du Monde. Et nous demandons à tous les espoirs de la République de rester mobilisés. Parce que l'armée congolaise qui fait le plus peur à toutes les puissances, c'est d'abord le peuple congolais lui-même. Voyez? Donc, grâce à la mobilisation, c'est comme ça qu'on a vu les États-Unis qui, hier, étaient en train de continuer en lieu et place de nommer le Rwanda, étaient en train de demander, voilà, M23, CC, Rwanda, dites, mais on a quand même vu le département dire que non, voilà, le Rwanda, demander au Rwanda de pouvoir intimer l'ordre à ses poulains de pouvoir laisser le Congo libre. Donc, peut-être j'étais en train de parler de l'opportunité, même si dans le mal, il y a quand même un peu de bien qu'on peut remarquer. Et le peu de bien que nous pouvons tirer de ces sommets qui essayent, une fois de plus, de vouloir endormir le peuple congolais, le temps de pouvoir donner du souffle à ceux qui l'agressent, aux agresseurs, c'est que notre gouvernement continue à soutenir les efforts d'armement à notre armée. Donc, qu'on continue à acheter des armes s'il le faut, parce que lorsque j'étais en train de parler de la mobilisation, madame, c'est que cette mobilisation a fait en sorte que le peuple congolais commençait maintenant à dire tout haut. Ce que peut-être même les dirigeants, nos dirigeants, au nom de la diplomatie, ne sont pas à mesure de dire. C'est que le peuple congolais a dit, mais niet, on n'a plus besoin de la France. On n'a plus besoin de la France. On a vu l'hypocrisie des États-Unis d'Amérique. On a besoin maintenant d'autres alliés. Et parmi les autres alliés que le peuple congolais est en train maintenant de vouloir orienter ses dirigeants, de pouvoir nouer de bonnes relations, gagnant-gagnant, c'est notamment la Russie. Vous voyez? Donc, les États-Unis, toutes ces puissances-là, commencent maintenant à voir que si on continue à être indifférent avec ce qui se passe au Congo, donc c'est comme si on était en train de demander à la RDC de pouvoir... C'est comme si on lançait la RDC vers le bras des Russes. Vous voyez donc que la mobilisation doit rester permanente pour que nous puissions vaincre définitivement. Parce que notre objectif, ce n'est pas qu'on puisse nous donner la victoire, une victoire négociée. Calmer la situation provisoirement et puis on sait que ça va encore reprendre. Tout à fait, madame. On n'a pas besoin d'une victoire négociée. On a besoin d'une victoire qui sera issue des efforts de tous les Congolais et que nous puissions, parce qu'à un certain moment, à moins que nous soyons dans le monde religieux, où, étant que croyants, nous sommes très heureux de bénéficier de ce que le Christ a fait dans le mont Golgotha. Mais sinon, dans nos relations entre États, dans nos relations entre les humains, en tout cas, bénéficier de quelque chose parce que quelqu'un vous l'aurait attribué sans effort, en tout cas, il n'y a pas nécessité de pouvoir se réjouir de cette victoire-là. Ok. Christian Emango. Est-ce que les Congolais ont lu cette déclaration entre les lignes pour que nous puissions nous taire et nous dire que nous avons enfin réussi quelque chose? Vous le remarquerez au point 8. Pour ceux qui sont à la maison, la déclaration se trouve partout maintenant sur l'Internet. Vous pouvez aller sur Internet. Vous le remarquerez au point 8. Le point 8, le littérat K. Donc, point 8, point K. On nous dit que notre gouvernement nous dit qu'il ne négociera plus avec les mouvements rebelles. Ça, il le dit de manière formelle, sans le moindre doute. Mais ce que nous constatons avec ce qui a été signé à Luanda, c'est autre chose. Il est dit sur ce point K,
Reprise et poursuite des consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés locaux. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. Reprise et poursuite des consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés locaux. Ça signifie quoi quand on dit qu'on ne va pas négocier, mais qu'on signe par ailleurs un document où vous dites que vous allez prendre des consultations politiques. Peut-être qu'on a refusé seulement de dire que ça allait être des négociations, mais les différents termes sont équivalents, ça veut dire la même chose. On a été trompé. Deuxièmement, il faut que les Congolais sachent pourquoi Kagame n'est pas venu à ce mini-sommet. Parce qu'il y a toujours eu un espace triangulaire, un jeu triangulaire entre le Rwanda, les mouvements rebelles, en l'occurrence le M23 pour l'instant, quoique ce n'est pas le seul groupe armé. Parce qu'ici, on vous dit les groupes armés locaux, c'est au pluriel. Donc, le chef de l'État est allé signer en âme et conscience, j'imagine, un acte où on nous demande de négocier avec tous les groupes armés qui se trouvent sur notre territoire. Vous savez, à ce jour, il y en a combien? Nous sommes à environ 150 groupes armés. Il faut négocier avec tous ces groupes armés-là. Négocier pour, après, leur donner quoi? Plutôt que de leur demander seulement de déposer les armes, sinon ils seront tous éradiqués. Et donc, je disais qu'il y avait l'axe triangulaire. En 2 minutes, oui, Christian, on nous fait signe que c'est vraiment la fin. C'est la fin, mais bon, enfin, je vais aller très vite. Je disais qu'il y avait l'axe triangulaire entre le Rwanda, les mouvements rebelles et la communauté internationale. Vous savez, le Rwanda a toujours été utilisé par la communauté internationale pour piller les richesses de la RDC. Et si Kagame n'est pas venu à ce sommet, c'est justement parce que Kagame s'est rendu compte qu'après qu'on ait sucé tout son jus, maintenant on voudrait les mettre de côté. La communauté internationale voudrait continuer avec sa stratégie elle-même maintenant. En quoi faisant? Dans la déclaration, le Rwanda nous avait demandé de négocier avec le M23. C'est ce qui est dit ici. Normalement, Kagame devait venir, sans problème. Mais c'est dans le même communiqué du ministre Sommet qu'on dit que la force de l'EAC viendra occuper des zones. Donc, cela veut dire en d'autres termes que Kagame a été mis de côté et il est en train de voir que petit à petit, on est en train de les mettre de côté. Mais plutôt que de nous dire que les forces négatives vont être tout simplement éradiquées, non, on nous dit qu'on va encore être occupé. C'est pour ça que je disais ici, au début, vous êtes rendu compte que du coup, les États-Unis, après le mini-sommet, a changé de position. L'Union européenne a changé de position justement parce que leur objectif est en train d'être atteint petit à petit. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'on va commencer d'abord par mettre Kagame de côté et à partir du moment où il est de côté, nous négocions avec les mouvements rebelles pour se faire infiltrer davantage, mais que cette fois-ci, le contrôle, ce ne sera plus Kagame qui contrôlera de bout en bout. Ce sera maintenant toutes ces puissances-là qui vont maintenant avoir les meilleurs contrôles et pouvoir amorcer leur plan machiavélique de balkanisation de notre pays. Donc, il faut être éveillé par rapport à ça, parce que vous avez posé la question de ce que nous devons faire. Je crois qu'il faut que nous puissions d'abord interpeller notre chef de l'État. L'interpeller dans quel sens? J'ai comme l'impression que M. Félix Tshisekedi est en train de penser que cette guerre, on la mène contre lui. Ce n'est pas contre lui qu'on est en train de mener cette guerre pour qu'il puisse donner l'impression d'aller quémander la paix auprès des autres puissances. Cette guerre, on la mène contre la population congolaise dans son ensemble. Je dois rappeler cela. En 2013, ce n'est pas totalement l'armée qui a mis hors d'état de nuire le M23. Je pense que Prince est ici, il peut quand même nous en dire un peu plus. La population à Goma a été pour quelque chose pour que le M23 ne puisse pas aller plus loin que là où ils étaient. En 1998, vous devez vous rappeler que
le Rwanda ici était mis hors d'état de nuire, ce n'était pas que l'armée. Tchangou ici, qu'on a commencé à payer sa Chine nationale, on les a arrêtés seulement à ce niveau-là. Ils ne sont pas venus jusqu'au niveau des institutions, au siège des institutions centrales ici. Donc, merci, Christian. Le temps qui nous est imparti, je suis quand même surpris aujourd'hui. Mais je voudrais quand même dire que le chef de l'État doit savoir que la population congolaise, même sans armes, se battra contre le M23. La population congolaise et qu'on ne commandera la paix à personne. Personne, c'est clair. Commandera la paix à personne. Ce qui a été signé à Luanda les engage peut-être, mais personnellement, si je représentais la population congolaise, je dirais sur ce plateau ici, ne m'engage en rien. En rien du tout. La population congolaise aime sa patrie. La population congolaise est très mobilisée. Elle est prête à défendre sa patrie. Malheureusement, il n'y a plus le temps pour que je repasse la parole à M. Rigen et à M. Prince. C'est vraiment la fin. Juste pour moi, le temps de rappeler le rendez-vous de demain avec la sœur Marie-Claire, la Fondation Marie-Claire qui présente un concert caritatif. C'est déjà demain, le 26 novembre, à partir de 15 h au Carrefour des Jeunes. Carrefour des Jeunes, nous sommes à Maatongé. Donc, l'invité invite aussi car l'entrée est libre. Mais c'est un concert caritatif pour soutenir également les plus démunis, pour soutenir ceux-là qui sont dans le besoin, les orphelins, les veuves et gens passe. Ça n'est fini pour On est ensemble, nous clôturons la semaine. Mais déjà demain, retrouvez-moi dans ta grandeur. Et lundi, nous serons ici, par la grâce de Dieu, pour vous présenter un nouveau numéro de On est ensemble. Excellent début de week-end à vous.